Bonsoir à toutes et tous. Je suis tellement heureuse de vous voir si nombreuses et nombreux pour ce deuxième meeting de la campagne des Européennes qui a lieu sur la métropole de Rouen. On m'a demandé, j'ai choisi en fait plutôt, de vous parler d'un sujet qui est éminemment européen, qui est éminemment problématique et qui est éminemment d'actualité puisque le vote dont je vais vous parler a eu lieu il y a 2 jours au Parlement européen. C'est la question de la dette, la question de l'endettement de la France qui justifierait toutes les misères sociales qu'on impose aujourd'hui au peuple français, qui justifierait qu'on mette encore à genoux des services publics qui sont déjà plus bas que terre, qu'on prenne tout aux enseignants, qu'on prenne tout aux soignants et qu'on ne prépare pas l'avenir de nos enfants en investissant dans la transition écologique. Vous l'avez entendu partout à la télé ces derniers jours, dans les journaux. La France n'a jamais été aussi endettée. 3 000 milliards de dettes, nous sommes sur le podium des mauvais élèves avec nos amis les Belges ou l'Espagne, qu'on remercie pour leur soutien bien plus courageux que celui du gouvernement français à la cause palestinienne aujourd'hui, ou avec nos moins amis l'Italie, malheureusement dirigée par un gouvernement fasciste qui se révèle à la fois être un massacre social, mais aussi doublé d'un désastre économique qui n'a absolument pas permis de les faire rentrer dans les bonnes grâces de Bruxelles. Les habituels passe-plats de la Macronie sur les chaînes de télévision reprochent aux Français de n'en avoir globalement rien à faire de la dette, de ne pas se rendre compte de la gravité de la situation, de continuer en somme leurs affaires, de ne chercher aucune solution. Et pour cause, nous comprenons qu'Emmanuel Macron, que je renommerai aujourd'hui austérité premier, est le président qui a le plus endetté notre pays. Et c'est à nous qui vient demander des solutions aujourd'hui. Depuis qu'il est élu, 165 milliards donc sont partis arroser toutes les entreprises pendant la crise du Covid. Si certaines aides étaient évidemment nécessaires pour sauver les TPE, les PME qui étaient soit fermées de force ou dont l'activité avait fortement ralenti à cause du confinement, certaines aides, et la plupart de ces aides, elles ont surtout servi à faire exploser les dividendes des multinationales du CAC 40 qui, l'année du Covid, ont augmenté les dividendes de 20%, alors que leurs résultats n'étaient pas revenus à leur niveau d'avant-crise. Et ça, c'est grâce aux cadeaux généreux d'Emmanuel Macron. 155 milliards d'euros sont partis dans les pertes de recettes fiscales dues à la crise sanitaire, notamment au confinement, qui, je le rappelle, était en partie due à la fermeture de plus de 17 000 lits sous le quinquennat Macron. La casse de l'hôpital public et la politique de cadeaux fiscaux, là encore faite à une multinationale qui s'appelle Sanofi, qui n'a pas été capable de produire un vaccin efficace et rapide, mais par contre, ils ont été capables de supprimer plus d'1 million d'emplois. Et je le dis car nous avons appris cela avant-hier. Ils viennent de resupprimer 300 emplois dans la recherche fondamentale contre le cancer dans notre pays. Voilà comment Sanofi remercie les Françaises et les Français qui l'ont arrosé de cadeaux fiscaux depuis des dizaines d'années. 300 milliards, 50 milliards par an sont partis dans les baisses d'impôts pour les plus riches et les grandes entreprises. En 6 ans, c'est le 2/3 de notre endettement hors crise. À cela, il faut ajouter 150 à 200 milliards par an de crédits d'impôts et de baisse de cotisations sociales, soit l'équivalent, tenez-vous bien, de 20 fois le déficit annuel de la caisse des retraites. Et enfin, on ne peut pas finir cette liste des nominés aux Oscars de la dépense publique pour aider les copains par la révélation de l'année, notre étoile providentielle. J'ai nommé, mesdames et messieurs, le bouclier tarifaire. Alors voilà, en 2 ans, vous en avez entendu parler, on vous a dit encore une fois que Macron avait beau être de droite, il était quand même le président européen le plus généreux avec les gens pendant cette crise. 70 milliards d'euros d'argent public ont été balancés pour faire soi-disant baisser les factures d'énergie des Français. Alors personne n'en a vraiment vu la couleur. La Cour des comptes nous apprend, quelle surprise, que ces 70 milliards n'ont eu quasiment aucun impact sur le pouvoir d'achat des Français, mais par contre, qu'ils ont eu beaucoup d'impact sur l'augmentation des bénéfices des multinationales de l'énergie qui ont empoché la quasi-totalité de cet argent. Voilà à quoi sert la dette en France. Vous l'aurez compris, contrairement à ce qu'on vous dit du coup à la télé, ce n'est pas un problème de dépenses publiques trop importantes, on les a déjà d'ailleurs réduits en dessous de l'inflation et en dessous de l'augmentation de la population, notamment dans le budget de la santé, mais c'est bien un problème de cadeaux faits aux amis de Macron. Ce n'est pas une coïncidence. Si la France n'a jamais été aussi endettée,
et si les dividendes du CAC 40 n'ont jamais été aussi hauts. Le CAC 40 se nourrit littéralement de la dette française comme un vampire. Ils se nourrissent de la détresse des soignants, de la détresse des enseignants, de la crise écologique et de la détresse de toutes les Françaises et de tous les Français et de tout le peuple en entier. Si je dois résumer, ce mec Macron qui nous traite de feignasses depuis 7 ans, qui nous dit que nous ne travaillons pas assez, qui nous dit que l'on prend trop d'arrêts maladie, qu'on va se faire soigner chez le médecin au moindre bobo, que si l'on est contre ces réformes, c'est qu'on ne comprend pas sa pensée complexe. Ce type, en réalité, il nous fait les poches, il signe des crédits à notre nom pour donner notre argent à ses amis et revient nous dire que nous serions le problème. Emmanuel Macron, ce n'est pas un président, c'est une relation toxique. Quand on l'entend, on a carrément l'impression d'être retourné à l'époque de Versailles, alors qu'une personne sur 5 saute des repas en France. C'est du jamais vu depuis 40 ans, alors que les riches, comme je vous l'ai dit, n'ont jamais été aussi riches. Macron reproche aux Français de se ruiner en abonnement Internet au lieu d'acheter à manger à leurs enfants. Marie-Antoinette 2.0. Si les Français ont faim, ils n'ont qu'à couper leur abonnement Netflix. Merci Macron. Et au nom du remboursement de la dette, on nous annonce maintenant une 3e réforme de l'assurance chômage. On nous annonce qu'ils envisagent de geler les pensions des retraités qui n'arrivent déjà plus à payer leurs factures et dont certains sont obligés de sauter des repas. Voire même, attendez, tenez-vous bien, ils ont envisagé une augmentation de la TVA pendant la plus grosse crise du pouvoir d'achat qui frappe le pays depuis les années 80. Car voyez-vous, et il vous l'explique à longueur de journée, nous serions menacés par les marchés financiers. Dès demain, la note de la France pourrait être dégradée. Qui dit baisser la note, dit remonter les taux. Qui dit remonter les taux, dit resserrer les taux, qui nous étranglent. Nous sommes tombés dans le piège où notre dette nous coûte plus cher chaque année, et c'est à cause d'eux. Les agences de notation, elles jugent notre politique économique. Mais ce sont des drôles de juges. Ce sont à la fois des juges, mais aussi des partis. Elles sont aussi procureurs et avocats. Elles demandent de faire la réforme des retraites, Macron s'exécute. Elles demandent de faire la réforme de l'assurance chômage, Macron s'exécute. Si elles demandent de hausser la TVA, Macron va s'exécuter. Bizarrement, on n'entend jamais les agences de notation menacer de dégrader la note de la France quand Macron baisse les impôts des plus riches alors que nous sommes en déficit. Étrange. C'est que les agences de notation, elles ont le milliard à géométrie variable, on va dire. Le 2 poids 2 mesures devient une règle universelle, tant du point de vue des droits humains que du point de vue financier, car les banques, les assureurs, les fonds de pension qui nous prêtent de l'argent ont aussi intérêt à ce que nous baissions les impôts et que nous nous endettions pour leur donner cet argent plutôt que de leur prendre via la fiscalité. Car l'argent magique, il n'existe pas soi-disant pour les soignants. Mais pour les multinationales, c'est une réalité de tous les jours. Le jeu est truqué. Comme les procès en sorcellerie ou sous les dictatures, les agences de notation sont une accusation qui a toujours raison. On est obligé d'emprunter auprès des multinationales, des banques, des actionnaires et des fonds de pension ce qu'on leur prenait avant avec l'impôt. Depuis 2015, les actionnaires ont gagné le double de leur mise en achetant la dette française, tandis que le taux d'imposition en France a chuté au plus bas, que la fortune de nos milliardaires a grimpé de 87%, et pendant ce temps, la richesse de 90% des Français a baissé. Le jeu auquel ils veulent qu'on continue à jouer est truqué. Face je gagne, pile tu perds. En cas de crise comme la crise financière de 2008 ou la crise du Covid, les règles de l'endettement sont levées et les spéculateurs sont sauvés. C'est là qu'on reconnaît le vrai visage d'une oligarchie qui se déguise en démocratie. Quoi qu'il se passe, les 1% ne doivent jamais perdre, jamais contribuer à résoudre les crises qu'ils créent. Ils gagnent au grattage, ils gagnent au tirage. Et comme au Moyen-Âge, on se cache derrière des croyances pour justifier ces inégalités. J'ai 33 ans. Moi, depuis que je suis née, on me dit « ton pays va mal, ton pays est endetté, ton pays va mal, ton pays est endetté ». Comme dans la Bible, je suis née avec un péché originel, celui de la dette. Quelles que soient les raisons qui nous aient poussés à nous endetter, à emprunter, quelle que soit notre insolvabilité et quelle que soit l'identité des créanciers. Une dette, ça se rembourse. Mais à qui? C'est qui tient les cordons de la bourse? Silence. Nous n'avons même pas le droit de savoir à qui nous devons de l'argent.
Ça respire tellement la sérénité chez nos élites qu'il faut taire l'identité de nos créanciers. Des fois que ça donnerait au peuple des idées. Savez-vous que la moitié de notre dette est détenue par des Français? Les Français les plus riches, évidemment, puisque seul 1% de la population touche des dividendes. Les saignées dans l'école, les saignées dans la santé, elles sont pour Bernard Arnault, elles sont pour les Bettencourt, elles sont pour les Mullier, elles sont pour Patrick Pouyanné, elles sont pour Rodolphe Saadé. Les 1500 morts dans le couloir d'attente des urgences cette année, c'est à la santé de nos milliardaires. François Hollande disait « Mon ennemi n'a pas de visage, mon ennemi c'est la finance ». Je crois que le début de sa fin s'était déjà contenu dans ce message. Car tu perds au moment où tu refuses de désigner ton adversaire. Nous ne sommes pas François Hollande. Notre ennemi a un visage et il est temps de le regarder en face. Un peu plus de la moitié de la dette publique est détenue par des investisseurs étrangers. Ça, c'est un plus gros problème. Mais sans que l'on sache précisément de qui il s'agit, nous savons au moins que les 2/3 sont européens. Alors qu'on nous présente toujours l'ennemi comme venant de l'étranger, les 3/4 de notre dette appartient en fait à des créanciers français ou à des créanciers européens. Tout comme le plus gros créancier de la Grèce au moment de la crise où la Troïka a décidé de mettre ce pays à genoux, n'était pas une banque américaine, n'était pas une banque chinoise. C'était la plus grosse banque allemande, la Deutsche Bank. C'est pour les intérêts des riches citoyens européens que l'austérité est érigée en règle et qu'on étouffe les peuples de toute l'Europe. Et sur ce point, soyez assurés que l'Union européenne ne déçoit jamais. Après s'être plantée royalement sur les causes de l'inflation, en niant que l'augmentation des prix était due à la spéculation, une petite erreur d'interprétation qui a fait entrer l'Allemagne en récession quand même, qui a fait plonger la croissance de la France, les institutions européennes persistent. Elles signent, elles veulent nous administrer comme remède ce qui est en fait un poison. La plus grande cure d'austérité que l'Europe ait jamais connue. Le Moyen-Âge, je vous dis, au nom d'une science qui n'a rien d'une science, puisque rien ne permet de prouver que trop de dépenses publiques génèrent de l'inflation et que le déficit doit être de 3%, car c'est un nombre inventé de toutes pièces, parce qu'il fallait un nombre. Bref, au nom d'un obscurantisme aveugle qui sert les intérêts d'une élite. Après 2 ans de crise sans précédent, la Commission européenne demande un plan d'austérité. C'est 20 milliards d'économies dès cette année pour les services publics en France. Dans 2 ans, ce sera 25 milliards. À la fin du quinquennat, ce sera 30 milliards. Rendez-vous compte, 10 milliards, c'est déjà l'équivalent de 22 000 postes d'enseignants en moins, 14 000 enfants en situation de handicap qui n'auront pas d'AESH à la rentrée prochaine, 150 000 rénovations de logements qui seront annulées, 1/3 des heures de licence en fac qui sont non assurées ou non financées. Et c'est là où j'en viens aux élections européennes du 9 juin. Car il y a 2 jours, ce fameux vote avec lequel j'ai commencé ce discours, qu'est-ce qui s'est passé? La coalition néolibérale qui gouverne l'Union européenne depuis maintenant un demi-siècle, 50 ans, et qui va de la droite au PS, en passant par les macronistes, a voté pour ce nouveau pacte d'austérité. 93% du groupe macroniste, 93% du groupe de droite, 71% du groupe auquel appartiennent les socialistes, 62% du groupe auquel appartient le parti d'Éric Zemmour ont signé ce pacte avec le diable. Et même s'ils ont voté contre, les eurodéputés PS français vous appellent à renforcer un groupe qui soutient le néolibéralisme de l'Union européenne depuis un demi-siècle, et je vais vous en donner la preuve. En 1979, Mitterrand nous promettait déjà que nous allions construire une Europe des travailleurs, que les pays allaient s'aligner sur le meilleur régime social européen. En 1999, 10 ans après, Mitterrand toujours nous promettait encore une Europe sociale avec la signature de la charte sociale qui est restée non contraignante. En 1992, Laurent Fabius, député qui m'a précédé sur ma circonscription, qui a eu depuis une carrière illustre, qui l'a mené à la tête du Conseil constitutionnel et a validé l'inique réforme des retraites, Laurent Fabius nous disait
que le traité de Maastricht s'accompagnerait d'une Europe plus sociale, là encore. En 2004, c'était François Hollande qui nous disait que les socialistes, étant à la tête de 11 gouvernements sur 15 de l'Union européenne, les choses, cette fois, c'est sûr, allaient changer pour de bon. La suite, on la connaît. L'Union européenne a mis la Grèce à genoux, elle a mis le Portugal à genoux, elle a mis l'Espagne à genoux. Et après la crise des subprimes, Hollande a signé le pacte d'austérité en 2013. En 2017, Macron a fait campagne en vantant l'Europe sociale. Aujourd'hui, la droite, les macronistes, le PS et 50 nuances de néolibéralisme nous disent que les choses changent alors qu'ils votent pour que rien ne change. Ils votent pour le maintien de la crise perpétuelle. Ils sont aux commandes du Titanic, ils voient le glacier arriver et ils accélèrent. Car l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, n'est qu'un capitalisme à visage humain. Elle a beau parler de croissance verte, elle a beau parler de féminisme, elle a beau être LGBTQI friendly, se revendiquer du camp du bien. Derrière le politiquement correct, derrière le faux sourire qu'elle essaye d'afficher sur son visage, son vrai bilan, c'est celui de l'explosion des inégalités, c'est celui de l'évasion fiscale, c'est celui de la destruction de la planète, c'est les 20 000 morts noyés en Méditerranée et c'est le soutien du génocide à Gaza. On peut tromper 1000 personnes une fois, comme on dit, mais je ne pense pas qu'on puisse tromper un peuple pendant 50 ans. Le réveil a sonné, l'histoire est en marche. Nous allons prendre l'argent là où il est et même le remettre là d'où il vient, c'est-à-dire des caisses de l'État, c'est-à-dire des poches des Français. Nous refuserons d'appeler main invisible du marché la main des multinationales qui viennent pour tout nous prendre, car rien ne justifie cette crise qu'on veut nous faire payer. Ensemble, nous taxerons les super-profits. Ensemble, nous supprimerons les niches fiscales pour les grandes multinationales. Ensemble, nous rendrons enfin aux Français leur pouvoir de vivre en augmentant les salaires. Nous obligerons les banques à détenir une partie de notre dette comme elles le faisaient auparavant. Nous investirons dans nos biens les plus précieux, notre santé, l'éducation de nos enfants et la préservation de notre planète. Car oui, un autre monde est possible. C'est même de notre survie dont il s'agit. La responsabilité de la gauche n'a jamais été aussi grande. Nous allons casser la roue dans laquelle les politiques qui défendent le néolibéralisme tournent en rond depuis un demi-siècle. La roue de la fortune des plus riches, la roue de l'engrenage qui broie nos vies. C'est l'avenir, car l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que l'on va faire. Le 9 juin, on reprend le contrôle de notre destin. On vote l'Union populaire. On vote Manon Aubry. On vote Rima Hassan. Et parce que je reviens de Rafah, je peux me dire que pour moi, c'est une légion d'honneur, ces convocations pour apologie du terrorisme venant d'un gouvernement qui a foulé aux pieds tous les principes d'humanité les plus élémentaires. Et je laisse la parole à notre figure, Rima. Merci à toi de nous avoir rejoints. On est tellement heureux qu'elle soit avec nous. Et le 9 juin, on compte tous sur vous. On renverse la table. Merci beaucoup.